Il enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Il procède à des recherches sur l'histoire de la reconstruction et sur la restauration de ce patrimoine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la reconstruction, plus particulièrement sur la région de la Normandie. Donc nous allons toujours rester sur la façade ouest de notre pays. Il pilote entre autres le programme de recherche Ressources culturelles et projets urbains, les villes moyennes de la seconde reconstruction. Et nous allons toujours aborder le sujet de la coloration dans un certain nombre de villes bretonnes et normandes, plutôt normandes. Enfin, oui, alors au départ j'avais prévu d'élargir et puis en fait l'étude étant ce qu'elle est, pour l'instant encore inachevée, on va se concentrer sur Saint-Lô où il se passe des choses, où il s'est passé des choses assez intéressantes justement autour de la couleur. Alors l'idée c'était d'explorer ce qui s'est passé et de relier cette histoire de coloration autour de le remettre en contexte sur un temps assez long. Pour essayer de voir comment ça fonctionne. Alors là, moi, je ne suis pas du tout dans le côté opérationnel, je suis un peu dans le rôle facile de l'historien qui observe. Voilà, donc voir comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière ces discours, et puis éventuellement, à la fin, peut-être dire qu'est-ce qu'il faudrait se permettre des conseils, mais pour l'instant, j'en suis encore assez loin, il me manque un certain nombre d'informations, mais malgré tout suffisamment pour pouvoir faire cette petite présentation. Alors, l'histoire, plusieurs fils de mémoire, d'intervention, d'événementiel aussi. Alors, mon histoire commence avec cette histoire de la façade de Notre-Dame qu'on a déjà vue. En général, les monuments historiques pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, étaient assez malins, assez pragmatique, bien lié au terrain, suffisamment lié au terrain pour pouvoir avoir l'intuition de ce qu'il fallait reconstruire et ce qui était important pour les populations locales et de ce que les gens ne connaissaient pas ou étaient indifférents. Assez malin en général, mais avec quelques exceptions, dont celle-ci. C'est Notre-Dame qui était une église, vous voyez, à deux tours avec deux flèches, qui a une grande importance dans le paysage urbain. Et donc l'intervention de Yves-Marie Froidevaux fait basculer le projet dans la pseudo-conservation des ruines. En fait, vous voyez comme il est... je sais pas si... Alors, il y a... Ah oui, non, c'est là... Voilà, on voit oui. Alors, vous voyez, par exemple, comme c'est quand même un architecte en chef, il ne peut pas s'empêcher de faire des petites reconstitutions. Donc, c'est soi-disant les ruines cristallisées, mais en fait, vous voyez, le gable qui est là, il n'existe pas là. Et puis là, il a quand même été reconstitué malgré la soi-disant conservation des ruines. Donc, on choisit de ne pas reconstituer ces deux flèches qui avaient une importance dans le paysage et qui est toujours resté comme une cicatrice un peu mémorielle auprès de quelque chose qui passe pas les Saint-Lois. Donc la reconstruction est difficile et pour le symbole de cette reconstruction difficile, c'est ah oui, mais on n'a pas reconstruit la façade de Notre-Dame. En 1987, il y a, à l'entrée de la ville, il y a un mur aveugle qui est repeint. Il y a un ravalement et la conservatrice du musée des Beaux-Arts à ce moment-là va chercher un peintre un peintre local qui s'appelle Bruno Dufour-Copoloni, dont je vais abondamment parler par la suite, et lui dit on peut pas laisser ce mur, on va en profiter parce que les échafaudages sont là et puis alors les échafaudages c'est le peintre, c'est le mari de l'adjointe à la culture, enfin bon il y a des allers-retours comme ça, comme c'est une petite ville, alors on pourrait profiter du fait que les échafaudages sont encore là pour faire un trompe-l'œil. Et ce trompe-l'œil est inspiré de la façade de Notre-Dame détruite. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas... je ne sais pas si quelqu'un a... Au secours. Ah, voilà, merci.
Voilà, donc oui, qu'est-ce que je disais, oui. Voilà, alors un trompe-l'œil, c'est pas vraiment un trompe-l'œil puisque c'est pas, on n'a pas l'impression de loin d'avoir quelque chose de l'illusion de la réalité. Hein, c'est plutôt un mur peint. Hein. Voilà. En 1988, il se crée une association qui s'appelle Saint-Lô Renaissance. Alors Saint-Lô Renaissance, c'est une association qui est créée par le maire pour permettre de subventionner, parce qu'on ne peut pas subventionner directement des travaux de ravalement. Et l'idée, c'est de permettre, donc cette association, elle est subventionnée par la mairie et elle distribue des subventions auprès des propriétaires qui acceptent, qui ont envie de faire leur ravalement, et donc pour les inciter à se lancer dans ces opérations de ravalement. Donc ça donne des choses, c'est des choses assez pastel. Hein. Là, c'est pas du tout audacieux comme ravalement. Ça se fait au coup par coup, en fur et à mesure des volontés des propriétaires, et ça donne les couleurs légèrement différentes qu'on voit sur cette façade, toujours très claire, voilà, un peu saumon. Le directeur de l'urbanisme me disait, bon, la BF, il demandait toujours couleur dune mouillée. Voilà, c'était pour pas prendre trop de risques, hein, voilà, des choses pas trop clinquantes. Hein. Donc 1988, en 1987, donc on commence à retravailler. Enfin, en quelque sorte, c'est le premier grand projet qui a une échelle urbaine. Hein, premier grand projet urbain après la reconstruction. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part la construction du centre Jean Lurçat, donc qui comprend musée et bibliothèque, et la piétonisation de la rue du Neubourg qu'on voit à gauche. Donc dans les deux cas, on voit bien que, alors je vous ai pas mis de photo de la reconstruction de Saint-Lô, mais dans l'esprit, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu un peu partout en France. Les interventions qui sont faites dans ces années 80 sont des interventions qui sont en rupture, qui volontairement font l'inverse de la reconstruction. La reconstruction est très simple, le musée sera très compliqué. Hein, où la reconstruction est adaptée à l'automobile, mais là, donc, rue du Neubourg, on fait une rue piétonne un petit peu comme Niemeyer l'a fait, avec beaucoup plus de génie bien sûr. On l'a vu au Havre en implantant le centre Niemeyer, le théâtre, hein, avec des formes rondes qui sont en rupture également avec tout l'environnement. En 1994, alors ça c'est un rythme que les Normands connaissent bien, peut-être ailleurs moins. C'est donc les anniversaires du débarquement. Hein. Les années en 4 sont des années importantes, et les années en 5 aussi, puisque maintenant c'est tous les 5 ans. Alors en 9, pardon, enfin tous les 5 ans. En 4 et en 9. Donc en 94, on demande donc à l'occasion de la commémoration du débarquement et de la destruction de la ville, hein, les deux vont ensemble, de faire, donc, on retrouve voilà, la façade de Notre-Dame. Donc on demande au peintre Dufour Coppolani, toujours le même, on lui demande de faire un trompe-l'œil géant. Alors là, pour le coup, c'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil sur la façade de Notre-Dame. Et ce trompe-l'œil sera financé, alors parce que ça nécessite derrière un échafaudage assez conséquent, il y a du vent, enfin ça commence à devenir quelque chose d'assez technique. Donc pour financer ça, il va faire du mécénat. Alors il va aller chercher des étudiants d'une école de commerce. Les étudiants vont aller démarcher auprès des entreprises locales. Donc vous voyez, on utilise vraiment complètement toutes les ressources locales, et ça c'est assez intéressant. Du mécénat pour vendre
pré-vendre en quelque sorte la bâche. C'est-à-dire qu'une fois la bâche, elle reste 6 mois, et une fois qu'elle est démontée, elle est découpée en lait je crois que c'est 2 mètres sur 2, c'est ça, hein, 2 mètres sur 2, et chaque morceau de 2 mètres sur 2 est vendu et retravaillé par l'artiste et est vendu au mécène. Hein. Donc ça devient un tableau. Voilà. Exposé. Alors il y en a aussi qui sont aux États-Unis dans des mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc il y a toute une opération artistique et commerciale qui est assez, qui est assez intéressante. 2000 à 2005, autre grand projet urbain. Alors là, on était en rupture dans la rue du Neubourg. Ici, c'est vraiment un projet qui, au contraire, est un petit peu dans l'esprit de la reconstruction. C'est-à-dire que là, on était sur un champ de foire avec la Vire, la rivière qui traverse la ville, la Vire qui était encastrée dans des murs très, très hauts. Hein. Le quai était raide comme ça, et donc on va faire une plage, c'est-à-dire qu'on va creuser le terrain de manière à ce que le terrain arrive jusque quasiment au bord de la Vire, hein, quelque chose de très doux, et puis avec un dessin relativement retenu qui est tout à fait dans l'esprit de la reconstruction et qui donne un panorama. Alors on le voit pas bien, bon j'ai choisi les photos, mais on arrive ici depuis la gare, donc on sort de la gare, on passe sur la passerelle, il y a aussi la passerelle qui a été construite à ce moment-là, on sort sur la passerelle et on a une très belle vue sur les remparts, donc ça valorise beaucoup, c'est un aménagement paysager qui n'a pas j'allais dire qui sert à rien, c'est pas, je sais pas si c'est, enfin qui n'a pas d'usage très particulier, c'est pas un espace qui est utilisé par exemple pour de l'événementiel ou quoi, c'est vraiment un espace qui met en valeur les remparts, la ville, donc très qualitatif et pas forcément pour l'usage qui y est fait. Et c'est une assez belle réussite. Et puis, donc en 2004, donc on revient encore une année en 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce nouvel anniversaire? Alors, on utilise la géographie très particulière de la ville, qui est donc, il y a un centre qui est entouré par des remparts qui sont en fait des remparts qui sont des murs de soutènement pour le plateau sur lequel est construit le noyau ancien de la ville, mais la ville s'est beaucoup étendue autour de ce noyau. Et donc là, au moment de la reconstruction, on avait construit une promenade. Donc tout ça est accessible et ça va devenir le balcon à partir duquel on va faire des projections qui sont destinées au Saint-Lois. Donc c'est lors des événements de juin. Enfin, on fait une grande opération événementielle et on va projeter sur les façades de la rue qui est ici une restitution de la ville d'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on prend des matières qui sont tirées sur des maisons d'avant-guerre avec des vieilles publicités, des choses comme ça. Et puis, donc c'est ce qu'on voit ici. Hein, on les projette sur les façades de la reconstruction. Et puis, alors il y a trois grands domaines qui sont illustrés de cette manière-là. On projette l'avant-guerre, on projette des matières un peu modernes, type un peu Mad Max, avec des comme si c'était des plaques de métal vissées dessus, etc., un peu science-fiction. Ou bien, il y en a une troisième, on la voit pas, mais c'est une troisième comme si la ville avait vécu beaucoup dans 350 ans, quoi. Alors donc c'est un peu vieilli, il y a du lierre qui pousse, etc. Voilà, l'enduit qui est tombé. Et ça a évidemment un impact très, très important. Et il y a aussi un versant, alors ça fait partie des questions que je n'ai pas encore élucidées. Il y a aussi le versant scientifique, c'est-à-dire qu'on organise
un colloque à ce moment-là, hein, avec l'université de Caen, qui s'appelle « De la ville perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir ». Donc sur la mémoire, sur la question de la mémoire, la ville de la reconstruction et la ville de la mémoire. Et puis enfin, on arrive 2008 à 2010, mais en fait le projet était déjà dans les cartons, enfin dans la tête du maire, pour dire la vérité, dans la tête du maire, il était déjà là en 2004. Hein. L'idée d'arrêter de faire donc ces ravalements de façade très ponctuels qu'on avait fait jusque-là, et puis que de toute façon qu'on faisait de moins en moins parce que les propriétaires étaient de moins en moins convaincus, et au contraire de lancer un grand projet de colorisation raisonnée sur l'ensemble de la ville, donc à partir des travaux, en faisant appel au peintre local Bruno de Fort-Copalani. Donc, j'ai été un tout petit peu trop vite. On commence par la rue de la Poterne, et donc l'idée, c'est le projet de Dufour-Copolani, c'est de faire vraiment une colorisation. C'est pas, on demande pas, il dit pas ne propose pas, au propriétaire de choisir les couleurs. Il a un projet comme si la ville était un grand tableau et c'est lui qui pose les couleurs, hein, à partir d'une analyse du rythme, etc. Donc on commence par une rue témoin, et puis l'idée c'est d'avoir au centre de la ville donc des couleurs plus intenses au centre, avec l'analyse c'est la roseraie, enfin l'image qu'il sort c'est la roseraie, voilà, sur la rue Avin. En 2015, ce grand projet se fait plusieurs rues, mais pas tant que ça. Il y a 3 ou 4 rues qui sont faites. En 2015, il y a un changement d'équipe municipale, parce que c'était vraiment porté par l'équipe municipale, par le maire qui se voyait d'ailleurs, qui a fait au moins trois mandats successifs, et qui se voyait bien pour un 4e, et qui là n'a pas été reconduit. Une nouvelle équipe municipale arrive et ils vont proposer autre chose. Et là, il me manque aussi un petit peu des renseignements, mais je les aurai bientôt. Autre chose, ça va être de proposer, de faire un concours pour les 3 façades qui sont ici, vous voyez, à côté de Notre-Dame. On retrouve toujours Notre-Dame. On fait toujours le tour et on retombe toujours à côté de Notre-Dame. Et donc, la demande, c'est de faire une proposition qui serait inspirée par le Saint-Lô d'avant-guerre. Alors là, c'est explicite. Hein, on demande vraiment aux candidats de s'inspirer, et notamment d'une usine qui est à côté qui est dans la Manche, qui est à Sortosville en Beaumont, qui s'appelle la Maison du Biscuit, où on a reconstitué dans cette usine une fausse rue de commerce ancien, avec des fausses matières. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas la qualité vraiment J'ai vu des photos, mais bon, voilà. Donc un pastiche de rue commerciale ancienne où on vend des biscuits à l'ancienne. Bon. Et donc les candidats, voilà, ils vont proposer des choses comme ça. Voilà, coloré sur les maisons, sur ces maisons-là. Hein. Et là, donc là, il y a un peu un clash, je crois, avec le. Alors là aussi, j'ai une absence, hein, de connaissances. Donc là, c'est par aucun n'est retenu, en fait. Hein. Donc il y a un constat d'échec de la part de l'équipe municipale. Aucun candidat n'est retenu, et on passe et on change de paradigme et de projet. Et on va donc faire appel à, mais je crois que Robert en parlera un petit peu plus longuement, à un architecte. 5 minutes, ça va. Je pense que ça va aller. On fait appel à un architecte qui est aussi historien, hein, qui est vraiment très compétent, plus que compétent, Richard Klein, qui est aussi en ce moment président de Docomomo France.
et qui est docteur en histoire, etc. Donc il va faire un diagnostic patrimonial. Donc là, on laisse complètement tomber la question de la colorisation, qui est vraiment tombée à l'eau, pour une démarche de patrimonialisation beaucoup plus classique, avec un diagnostic, un appel scientifique, hein, et puis la conclusion de ce diagnostic, c'est d'abord une demande d'inscription, l'inscription monument historique, donc là encore on est dans du très classique, inscription monument historique pour 2 édifices monumentaux, donc la tour des pompiers, et donc le campanile et l'hôtel de ville et le théâtre. Les deux ont été inscrits sont passés en CRPA en mars dernier, et ont donc été retenus par la CRPA, non sans débat d'ailleurs, ce qui est assez surprenant. Et alors en conclusion, alors là pour le coup j'ai une conclusion un peu longue, je ne sais pas si je vais dépasser de quelques minutes, je crois. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer, hein, l'inachèvement du projet de Dufour-Coppolani, je pense qu'il vient du fait que il ne se rend pas compte que sur une ville, on ne peut pas avoir un projet sur toute une ville. On peut avoir un scénario, mais il faut quand même tenir compte du fait que la ville, c'est très compliqué et on ne va pas repeindre toute la ville d'un seul coup en 2 ans. Hein, si on prend... et puis, il y a des changements politiques. Une ville, c'est un organisme qui est très complexe et qui doit être géré dans le temps. Donc on ne fait plus aujourd'hui des grands projets sur toute la ville, parce que forcément ça s'arrête assez vite. Une critique sur l'analyse architecturale, c'est-à-dire que lui, il analyse le rythme, mais vous voyez, il a un discours très savant. J'ai analysé, je suis un artiste et tout ça. Mais en fait, vous voyez, on arrive à des choses qui fonctionnent pas bien, puisque en fait, vous voyez, la coupure, il fragmente le bâti. Alors ça, il l'explique pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans son discours, c'est moi ce qui me surprend le plus, c'est que ce bâti qui est fait pour être très homogène, un petit peu comme à Saint-Dié, hein, un peu moins qu'à Saint-Dié où il y a vraiment l'horizontale sur toute la rue, mais quand même c'est ça, très homogène. Lui, il coupe, il fragmente le bâti avec la couleur, mais la fragmentation, il pense que ça correspond à des petits immeubles les uns à côté des autres, mais en réalité c'est plus compliqué que ça. Il y a des choses plus compliquées à l'intérieur, puisque la porte qui est ici dessert probablement les deux immeubles qui sont, ce que lui appelle 2 immeubles par sa couleur, qui sont donc en fait un seul immeuble. Donc là, on voit bien la faiblesse du diagnostic architectural, puisqu'il pense en peintre et il lui manquait un regard d'architecte finalement. Négation de la matérialité de l'enduit. Là, c'est l'idée que, alors c'est une idée qu'il développe beaucoup en disant que finalement l'enduit est fait pour être peint, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors je me doutais que la projection ne serait pas... parce que les projections de manière générale transforment beaucoup les couleurs et sont souvent un peu fades, mais cet immeuble ici qui n'a pas été ravalé, on voit bien, quand on est sur place, on voit très bien que c'est un ocre jaune, c'est du jaune, c'est pas du gris. Tout le monde me dit c'est du gris, c'est du gris, c'est du gris, mais non, c'est pas du gris, c'est un enduit et c'est pas du tyrolien non plus, parce qu'il n'y en a pas à Saint-Lô. C'est un enduit lisse c'est souvent ce qu'on appelle de la cimentolite à l'époque. C'est-à-dire que c'est un enduit spécial qui est teinté dans la masse. Donc en fait, c'est un enduit coloré. Donc c'est pas fait pour être peint. Après, on peut peindre si on veut. Et donc lui, il va jusqu'à proposer. Alors il y a eu une autre étude qui lui a été commandée à Lisieux. Lisieux est une ville entièrement en briques. Vous voyez pas le détail, mais il propose ce bleu est en fait une peinture bleue sur la brique rouge. Voilà. Donc, vous voyez, quand on commence à nier finalement la matérialité de la peau, on va jusqu'à peindre le matériau. Pourquoi pas peindre les pierres, voilà. Et c'est vrai que la brique est parfois, dans certaines régions, c'est ce qu'il dit, et je suis d'accord avec lui, dans certaines régions, les briques sont peintes.
Donc après tout, pourquoi pas, hein. À retenir donc la qualité de la mise à contribution des ressources locales. Oui, c'est fini, j'arrête dans mais 1 minute. Mise à contribution des ressources locales qui est qui mérite d'être soulignée justement pour ce type de petite ville, hein, où il n'y a pas beaucoup de ressources, où il n'y a pas beaucoup de scientifiques, hein, sous la main. C'est assez loin de l'université, par exemple, hein. La stratégie du spectaculaire, alors là, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. C'est vraiment l'idée d'avoir un choc d'attractivité. C'est toujours cette expression un peu à la mode aujourd'hui, qui était pas dite dans les années 2010, là, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Et l'importance du discours savant de l'artiste, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'artiste, il parle très très bien. Il explique son projet, il m'a développé un discours pendant 2 heures, il a une façon de parler qui est vraiment, il a un certain charisme aussi, voilà, très compréhensible, donc c'est vraiment une question personnelle dans cette capacité à convaincre. Voilà. Et puis enfin, des questions pour l'avenir. Cette œuvre inachevée est-elle du patrimoine? Qu'est-ce qu'on va faire de ces rues colorées? Puisqu'on a arrêté le projet sur l'ensemble de la ville, est-ce qu'il va falloir les coloriser de nouveau? Et puis, qu'est-ce que c'est que la couleur comme voilà, pourquoi est-ce que ça accroche aussi bien le grand public? Mais c'est une question, hein, je n'ai pas la réponse. Voilà. Et je vais arrêter là, parce que je sens une pression.